d'exposition et la politique active de programmation que nous les établissons chaque année. C'est un établissement qui a la particularité de se retrouver à l'intérieur d'un port, à l'intérieur d'un port de plaisance. Et ce faisant, il ne peut pas s'abstraire aussi des conditions et de l'exploitation portuaire au sein d'un lieu particulier qui s'appelle le port. Alors avec le directeur du port de Plaisance, Jean-Baptiste Fétour, depuis maintenant 2-3 ans, on a mis en place un certain nombre d'outils qui sont destinés à valoriser le patrimoine dans toute cette extrémité nord du port-rue. D'abord en constituant un pôle Belle Plaisance, grâce aussi à la collaboration de la Fédération maritime de la baie de Loire, qui aujourd'hui comprend une dizaine de bateaux, qui sont des yachts classiques d'avant 1969, et qui sont ici avec des conditions préférentielles, des prestations aussi, en accord avec le conseil portuaire, et qui sont là pour valoriser en fait cet aspect de Belle Plaisance. Nous avons aussi, depuis presque un an, mis en place sur le plan administratif une filière bateau de caractère qui est destinée uniquement aux bateaux classés BIP ou classés monuments historiques et qui va se dérouler à côté des bateaux du port-musée, juste à leur droit, toujours dans cette partie nord du port. Alors tous ces aspects-là, on les met petit à petit en route. On les teste aussi techniquement, donc ça prend du temps. Et on essaye de mettre en place des dispositifs techniques qui leur permettent aussi qu'ils y trouvent leur compte. Et quand ils y trouvent leur compte, ça veut dire qu'ils puissent valoriser leur propre stratégie d'exploitation. Ces navires, ces bateaux navigants, ont aussi besoin de vivre. Et pour pouvoir vivre, ils ont besoin non seulement de circuler, mais d'avoir des conditions d'embarquement et de débarquement. Et ces conditions, ce sont celles liées à la fois à des passagers, mais ça peut être aussi lié à des marchandises et à des trafics de marchandises. Ce faisant, nous nous inscrivons complètement dans une logique de port et dans une logique où les infrastructures portuaires existantes, même si elles peuvent être considérées comme patrimoniales parce que anciennes ou marquant le territoire, marquant le paysage, telles que les cales, telles que les môles, telles que les estacades, retrouvent une véritable fonction dans l'acheminement, la circulation de ces bateaux, et comme je le disais, leur possibilité d'embarquer et de débarquer passagers ou marchandises. Alors c'est un peu ce contexte-là qu'on essaye de mettre en place. Comme je vous le disais, sur le plan administratif, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Sur le plan technique, petit à petit, on y arrive. On est en train de constituer un ponton d'embarquement. On a déjà mis en place un certain nombre de choses. Et puis on souhaiterait se lancer sur le plan de la communication de façon un peu plus affirmée à partir du printemps prochain. C'est ce contexte-là qui nous a fait tilt, en fait, c'est plutôt l'arrivée du trait sombresse depuis 3-4 reprises récemment à Douarnenez qui nous a fait tilt et qui nous a donné envie de venir accueillir ce bateau, non pas sur le port du Rosmer, mais de le faire venir en fait au niveau du port-rue, considérant que là, il y avait une logique d'ensemble à accueillir ce type de cargo à voile acheminant des marchandises. Donc c'est ce qu'on a fait avec la participation, la bienveillance de Guillaume pour cette expérience-ci. Et puis on s'est dit que c'était le moment de discuter avec vous et avec l'ensemble des partenaires locaux qui le souhaitaient, pour savoir s'il y avait possibilité d'aller plus loin, si une liaison, on va dire régulière, pourrait être envisagée, sur quel circuit on pouvait mettre en place, et si à la fois on pouvait participer à une stratégie qui serait celle de consommateurs, mais aussi de producteurs et de transformateurs de produits ici sur le territoire de Dora. Alors c'est pour justement envisager un peu cette discussion que j'ai invité Guillaume à venir présenter ce qu'il fait, sachant qu'il est un des opérateurs de ce type de démarche, ce type d'expérience. C'est pas forcément le seul, il y a d'autres initiatives qui peuvent être lancées dans cette optique-là. Et c'est pour également sensibiliser, mais pouvoir échanger, que nous nous sommes rapprochés de l'association Capio, pour que voilà, on puisse avoir un échange franc, loyal,
et puis convivial, puisque grâce à l'association Cap Bio, vous aurez droit à ce moment convivial qui a été préparé par Anaïk et Gwenola, juste à la fin de notre petit échange. Voilà. Donc, voilà, j'apprécie vivant parce que j'ai passé pas mal de temps à ce genre de choses. Je vais passer la parole tout de suite à Guillaume pour que il puisse préciser, lui, son expérience, qui, je crois, est depuis 2011 dans le domaine du transport maritime à la voile, et que les termes un peu de l'échange puissent être posés. Merci beaucoup, Diane, merci beaucoup à tous. Alors rapidement, je suis extrêmement touché d'être là ce soir, et extrêmement touché par l'accueil du musée, que vous soyez aussi nombreux. Donc ça fait non seulement extrêmement plaisir, mais ça montre aussi peut-être quelque part l'affluence ce soir, l'intérêt, qui est ici localement peut-être plus loin, il y a des gens qui viennent d'assez loin, pour quelque chose qui donne peut-être de l'espoir. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche? Oui. Plus près. Ah, oui. Plus près. Non, trop tard. Je savais que je ne commencerai pas sans toi. J'ai mis, donc il y a rien de second. Immense plaisir avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est que le transport à la voile? C'est évidemment une tradition millénaire, ça fait 4000, 5000 ans, on ne réinvente rien, on n'est absolument pas en train de dire, regardez, ça y est, la révolution dans les transports maritimes, c'est pour maintenant, c'est avec des voiliers, encore moins avec des petits voiliers qu'on va la faire. Par contre, il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont faites. J'ai en plus l'honneur d'être avec Ariane ici, qui représente ce qui se fait depuis un projet qui commence en 2006-2007 autour de Cresson-Brest, qui a été reconstruit, qui part pour sa 6e transatlantique aller-retour, sans moteur. Il y a aussi des choses plus localement qui peuvent être faites. L'idée, c'est surtout de faire les choses humblement, de faire les choses pas à pas, et de pas se précipiter, et d'essayer de ne pas mourir non plus. Pour que les choses suivent leur cours, tout en essayant d'année en année d'aller vers plus de marchandises transportées, mieux valorisées, mieux en parler. Donc, c'est moi qui fais ça, hein, ouais, je pense. Alors, je voulais juste peut-être prendre une minute pour rappeler peut-être des évidences pour la plupart d'entre vous. On parle de transition énergétique, énorme serpent de mer, et puis généralement aussi le sujet éminemment évoqué pour d'autant mieux ne rien faire. Nous, on a commencé tout ça un peu à l'époque où on croyait qu'avec Kyoto, les marchés carbone, les choses allaient se faire. On sait bien qu'il y a des successions d'enterrements de première classe, ce qui fait que la transition énergétique, je vous rassure, ça n'existe pas, si ce n'est éventuellement dans les journaux. Par contre, il y a peut-être des solutions pour faire des choses. Aujourd'hui, concrètement, c'est un petit peu ce qu'on fait. 1 litre de pétrole, c'est l'équivalent du travail de 12 bonshommes robustes pendant 4 semaines, à raison de 5 jours par semaine, donc avec des horaires à peu près normaux de travail, et ça nous coûte globalement à la pompe 1 euro et quelques. On vit dans une société d'intensivité énergétique extrême. On vit dans une société où depuis probablement nos arrière-grands-parents, qui avaient connu déjà le charbon, et nous qui connaissons éminemment le pétrole, tout nous est immédiatement accessible. On a chaud, on se nourrit, on traverse l'océan en avion, on va très loin, ça nous semble normal de prendre sa voiture et en quelques heures d'être à Rennes ou d'aller à Paris. On se transporte à 130 km/h dans une tonne d'acier, tout ça, c'est absolument normal. Aujourd'hui, 85-90% des choses qu'on achète, elles sont passées par des grands porte-conteneurs sur les mers. Et tout ça, c'est fondamentalement dû à une énergie dont on a parfois du mal à oublier le côté miraculeux, évidemment, avec ses inconvénients sur notre société. Dire aujourd'hui à des gens, attention, le réchauffement climatique, globalement, ça fait un peu chier le monde. Enfin, oh là là, on ne va pas quand même commencer à moins se chauffer ou à se restreindre. Nous sommes dans une société qui a une énorme inertie de développement, d'extension, et qu'il est difficile d'imaginer des modèles qui soient justement de sobriété sans passer pour des sortes de donneurs de leçons ou des sortes de Cassandre, de l'Apocalypse. Attention. Donc, le pétrole, aussi intense qu'il soit, qui virtuellement coûte rien quand il sort du puits, c'était 300 millions d'années d'énergie solaire qui a été pressée sous terre, et que nous, globalement, en 70, 80, 100 ans, disons, on a
en majorité consommés. On ne sait pas combien il en reste d'ailleurs, globalement. On va en chercher toujours plus loin, toujours plus profond. Et puis c'est très anxiogène de se dire, un jour, ça va être quand même vachement plus cher, ou il n'y en aura peut-être plus. Et un jour, 7 milliards, 8 milliards, on va peut-être avoir des soucis. Alors, effectivement, aussi bien à l'échelle politique de quelques années, ou même un peu personnel, on a tendance à se dire, bon, on sait que ça existe, c'est quelque part dans la tête, mais c'est pas quelque chose auquel on a forcément envie de faire face. Nous, l'idée du transport à la voie, on va dire, c'est d'essayer de proposer quelque chose avec les petits et faibles moyens et tout le côté minuscule de ce qu'on fait, pour se dire on peut faire aussi des choses, évidemment en mer, on ne sait pas trop parler du reste, avec le vent, hein, avec la production d'étoiles. En plus, le côté intéressant d'un bateau, c'est qu'on ne va pas, dans un pays hyper nucléaire qu'on est, on ne va pas nous dire on va brancher des câbles. Le bateau est un système énergétique indépendant. N'importe qui d'un peu sérieux, expert maritime, va vous dire de toute façon c'est tant de chevaux, tant de puissance sur un bateau. Et on a du mal à imaginer un bateau, par exemple, dans le cadre des énergies renouvelables, où on a du mal même, enfin certains n'imaginent même pas qu'un voilier, ce soit de l'énergie renouvelable. Donc voilà un petit peu, je voulais passer 1 minute là-dessus, j'ai peut-être passé 2 ou 3, vous m'excusez. Alors, rapidement, nous qui on n'est pas... On est aussi tout petit, on a une petite serre, on affrète des bateaux, donc c'est un de nos métiers, d'essayer de voir qui sont les bateaux, comment et dans quelles conditions on peut partir avec des grands voiliers, transporter des marchandises, aussi bien et autant que possible. Donc on essaie effectivement de mettre en place des routes, de pouvoir les opérer commercialement, et donc vraiment agir, parce que justement, on n'est ni les marins, ni les producteurs, ni les vendeurs derrière, mais justement, s'il n'y avait que ça, il y aurait certainement beaucoup moins de souplesse et certainement moins de capacité à bien le faire. Et donc évidemment, on est aussi une petite partie des cadres du Tresson-Bresse, qui est encore une fois, j'allais dire non seulement l'ambassadeur, mais qui ouvre la voie là-dessus. Hop, donc je passe. Alors j'en ai déjà un peu parlé, forcément quand on fait ça, il faut avant tout se dire, c'est même pas une goutte dans la baignoire, c'est tout petit, hein. Vous avez peut-être déjà vu de très près des très grands porte-conteneurs, faut pas rêver, hein. Le transport à la voile, c'est pas une alternative immédiatement concrète pour des besoins en transport maritime énorme dans le monde mondialisé tel qu'on connaît. Donc avant tout, ne pas se laisser griser par le truc, c'est minuscule, ça restera minuscule. On compte en dizaines de tonnes, on espère bientôt compter en centaines de tonnes. À un moment, peut-être on comptera en milliers. Il ne faut pas imaginer que demain matin, la révolution des transports maritimes se fera. Donc l'idée aussi, c'est d'être réaliste. C'est de ne pas perdre de sous, pas forcément en gagner beaucoup, mais pas en perdre. D'avoir au début des petites quantités sur des petites routes, avoir de plus en plus de volume. 1 kilo sur 1000 est une petite victoire. On essaie d'en avoir de plus en plus grand. Et dans un monde qui est quand même assez particulier, vous connaissez bien, le monde de la mer, un monde souvent européen, essayer vraiment de coopérer, de mettre en place les conditions de la coopération, en sachant qu'il y a toujours des histoires de dominance, d'ego, de choses comme ça. C'est pas très facile, mais pourtant c'est nécessaire. Face, j'allais dire justement, aux géants des mers, on est bien obligé de vraiment apprendre la notion de coopération. Et la persévérance au sens où on se sent un petit peu responsable aussi de tout ce qu'on a fait là, et de se dire il ne faut pas rester sur le champ de bataille, ce serait juste dommage peut-être pour d'autres qui viendraient après, ou en même temps, ou à côté. Il faut juste pouvoir tenir et continuer, et ça vient de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que le transport à la voile aujourd'hui? Je ne vous cache pas, les grands transports à voile n'existent pas sur les océans, et donc on est, Tresson-Bresse, c'est le seul cargo au monde à voile, il n'y en a pas d'autres. En plus, il n'a pas de moteur. Le gros avantage des voiliers traditionnels, c'est qu'ils existent. Il y a tout un autre tas d'inconvénients, mais ils permettent aujourd'hui ou demain matin, de faire quelque chose, encore une fois en comptant en dizaines de tonnes, et fondamentalement ils permettent aussi de faire le lien avec ces milliers d'années de tradition, de savoir-faire qui ne sont pas encore morts. On a de la chance d'ailleurs, il y a
à la fois beaucoup de sous publics ou des gens un peu dynamiques qui gardent ces bateaux-là aujourd'hui en vie, ou des gens comme Ariane, Andreas Yornoy qui ont remis en place un bateau pour faire du transport. Donc aujourd'hui c'est sur ce qu'on dirait des bateaux de travail, des vieux gréements, que de toute façon on peut transporter des choses. Quelles sont les routes? Nous, en gros, pour faire un 2-3, ce serait des cabotages régionaux ou interrégionaux. Là, par exemple, la bière, elle vient d'Angleterre. On fait des tours de Bretagne. Nous, on fait de Nantes au Nord Finistère. On envoie sur Tresson-Brest des vins en Scandinavie. On a envie de le faire plus souvent. On a des idées d'Espagne. On a des idées d'Irlande, des choses comme ça. Et comment on le fait? Donc, j'allais dire, je vais passer au quoi, qu'est-ce qu'on transporte? Évidemment, la route définit quand même le produit. Hein. On choisit là où on va en fonction de produits qui sont à la fois authentiques, qui sont artisanaux souvent, et qui permettent justement d'avoir une valeur ajoutée qui soit en cohérence avec la façon dont ce transport se fait. L'idée aussi, c'est d'essayer de différencier ces produits-là de par le fait qu'ils soient transportés à la voile. Mais c'est pas facile. Justement, on a l'habitude que notre paquet de café à 5 €, 4 € au supermarché, globalement, il y a eu du transport maritime pour 5 centimes dessus. Tu vas dire à quelqu'un, tu fais 20 centimes de transport maritime sur ton café, tu m'embêtes, toi. C'est pas quelque chose qui me semble immédiatement évident. Qu'est-ce que vous me faites chier avec votre truc de bobo là? Non, s'il y a une vraie valeur ajoutée, qu'on arrive à la transmettre un peu sur le marché, parce qu'il faut, justement, on n'a pas de sous-public, il faut quand même réussir à que l'ensemble du truc soit valable. Ça pose toute la question d'un label de transport qui n'existe pas. On a essayé de mettre en place, ça veut dire justement que différencier un produit de par son transport, c'est pas 100% des gens, je vous cache pas, qui sont sensibles à ça. On essaie d'éviter la niche de la niche de la niche. Non, au contraire, on a des prix qui sont justement le plus bas possible, et on essaie de montrer par contre ce qui se passe en mer avec ce label. On essaie de dire justement, vous pouvez retrouver la trace du bateau, le journal de bord, vous pouvez retrouver le planning, vous pouvez retrouver toutes ces choses-là, et justement c'est une sorte de cadre, de cahier des charges. Voilà ce qui se passe là. Hop, ok. Alors, vous avez entendu parler de l'Ecoliner, le grand cargo du futur. Alors, c'est un énorme... Il y a quelques projets, il y a surtout celui-là qui est développé par Dijkstra aux Pays-Bas. C'est ça la révolution verte de demain, d'énormes voiliers gigantesques, et ça c'est très sérieux, ça plaît beaucoup aux grands décideurs ou aux grands chefs d'entreprise ou investisseurs. Ceci dit, ça ne se fait toujours pas. Ça se fait toujours pas parce qu'il y a plein de vulnérabilités à lever. C'est une sorte, en attendant le Messie, c'est un peu, comment c'est, Saint-Michel qui viendrait terrasser le démon de notre dépendance au pétrole sur les mers, et puis il va arriver, et puis voilà, le transport maritime se fera à la voile en grande partie. À titre personnel, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout que ça va se faire dans les mois ou années à venir. Et le problème aussi, j'allais dire, d'un tel projet, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On continue avec des petits bateaux en bois à faire des choses patrimoniaux, bon, certes logistiques, hein, il y a quand même des dizaines de tonnes à bord, etc. Ou est-ce qu'on essaie justement d'approcher la chose avec une approche, avec une chose de plus progressif, plus prudent? Donc voilà, comme ça évite qu'il y ait des questions là-dessus. On pourra d'ailleurs en parler. Au niveau carré, c'est pas très clair, c'est des coûts qui sont délirants, ce serait forcément des opérateurs qui se regardent un peu les uns après les autres, personne ne veut prendre le risque d'y aller. Comment on débarque 3 fois 8000 tonnes de marchandises tous les ans sur nos côtes, en les valorisant suffisamment bien? Est-ce que c'est industriel qui revient dans le transport, sur du transport à la voile, qui, à mon avis, est un petit peu prématuré? Ceci dit, à terme, dans 15, 20, 25 ans, c'est peut-être ce à quoi on va arriver. Juste, méfions-nous de l'Ecoliner maintenant. Alors voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire avec les bateaux? Il y a des bateaux qui existent déjà. Il y a des bateaux français. Je peux vous parler de Notre-Dame de Rumégole, par exemple, qui est une gabarre de charge avec lequel il est possible de transporter des marchandises. Et le biche, par exemple, un tonnier traditionnel, il y en a d'autres, avec lesquels on peut transporter des marchandises. C'est particulier dans un contexte français. C'est déjà particulier par rapport aux habitudes d'affrètement qu'ont les gestionnaires et par rapport aux droits français.
Enfin, on pourra peut-être en parler sur les statuts, etc. Par contre, effectivement, ils permettent de faire des choses, toujours dans une optique réaliste, hein, de ne pas perdre de sous, mais de quand même à la fois montrer les bateaux, montrer que ça transporte vraiment, c'est pour ça que la plupart ont été construits, et de redonner un sens à tout ça. Il y a des bateaux existants, des gars qui pourraient faire beaucoup plus de marchandises, beaucoup plus loin. Et c'est un petit peu aussi vers ça que nous, on aimerait bien aller. Il y en a, par exemple, sur les côtes françaises, une bonne dizaine auxquelles on peut penser. Il y a des bateaux anglais aussi, il y a d'autres bateaux néerlandais. Maintenant, la question, pour, j'allais dire, passer de bateaux de 30-40 mètres à des bateaux de 150, qui n'est pas d'ailleurs forcément un objectif en soi, c'est vers quoi on va. Là, les bateaux sont pleins aujourd'hui, de toute façon, c'est plein sur le retour. Il n'y a plus rien à mettre là-bas en République dominicaine. Est-ce qu'on essaie de construire de nouvelles unités? À ce moment-là, alors c'est pas une faute, j'ai mis petit 1 coût, petit 2 coût. En gros, c'est ça les critères, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans des délires à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a besoin d'une fiabilité, c'est-à-dire pas forcément partir non plus dans des délires d'architectes, de mettre des innovations technologiques qui viennent sur des innovations technologiques, les risques ne s'ajoutant pas mais se multipliant. Et c'est une capacité d'emport optimisée. Effectivement, est-ce qu'on va parler en centaines de tonnes bientôt? 500, 600, 700. Donc tout ça, ça ressemble à un bateau de 50 mètres, de 55 mètres. Les personnes avec lesquelles on va le faire. C'est aussi, on l'a appris, souvent une histoire d'étoiles qui s'alignent. Il faut pas forcément trop se presser, trouver les bonnes personnes, prendre son temps et puis pas lâcher. Après, effectivement, économiquement, comment on se positionne, quelles sont les routes, administrativement, etc. Et donc, voilà. Ici maintenant, peut-être ce soir, d'emmener le 10 novembre, je ne sais pas combien. Déjà, cette salle, déjà, on le dit beaucoup. Il y a un large, il y a un mouvement qui existe, et puis on peut le poursuivre durant cette présentation. Et puis, merci beaucoup. Et du coup, on va passer la parole à Ariane. Vous êtes d'accord? Bon, you can translate this? Yeah, but wait then. Okay. Vas-y, vas-y. Go on. Bonsoir, bienvenue à ce transport. Where did we start and why did we do this? Alors, où est-ce qu'on a commencé et pourquoi on a commencé? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? It happened in 2007 when we, three friends, three colleagues, came together and said, now it's a time for a new revolution.